Bonjour à tous, je vais essayer de sortir les vidéos assez régulièrement puisque la France est en quarantaine, donc il va falloir bien s'occuper de quelque chose. Et ben voilà, j'ai décidé de m'occuper de cette lecture, donc de sa suite. Peut-être que ça ne sortira pas que les samedis, mais peut-être un peu plus régulièrement, si j'ai le temps de me consacrer uniquement à cette lecture-là qui n'est pas facile en soi. Donc, aujourd'hui, on continue avec le chapitre 24, Le monde ou ce qui manque aux riches. Je suis seule sur la terre, personne ne daigne penser à moi. Tous ceux que je vois faire fortune ont une effronterie et une dureté de cœur que je ne me sens point. Ils me haïssent à cause de ma bonté, ils me haïssent à cause de ma bonté facile. Ah, bientôt je mourrai, soit de faim, soit du malheur, de voir les hommes si durs. Jung. Il se hâta de brosser son habit et de descendre, il était en retard. Un sous-maître le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. Peccave parler optime. J'ai péché, j'avoue ma faute, ô mon père, dit-il d'un air contrit. Ce début eut un grand succès. Les gens adroits, parmi les séminaristes, virent qu'ils avaient affaire à un homme qui n'en était pas aux éléments de métier. L'heure de la récréation arriva. Julien se vit l'objet de la curiosité générale, mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Suivant les maximes qui s'étaient faites, il considéra ses 321 camarades comme des ennemis. Le plus dangereux de tous, à ses yeux, était l'abbé Pirard. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. « Eh bon Dieu, pour qui me prend-on » se dit-il. « Croit-on que je ne comprenne pas ce que parler veut dire ?» Et il choisit l'abbé Pirard. Sans qu'il s'en doutait, cette démarche était décisive. Un petit séminariste tout jeune, natif de Verrières et qui, dès le premier jour, s'était déclaré son ami, lui apprit que s'il eût choisi M. Castanède, le sous-directeur du séminaire, il eût peut-être agi avec plus de prudence. L'abbé Castanède est l'ennemi de M. Pirard, qu'on soupçonne de jansénisme, ajouta le petit séminariste en se penchant vers son oreille. Toutes les premières démarches de notre héros, qui se croyait si prudent, furent comme le choix d'un confesseur, des étourderies. Égaré par toute la présomption d'un homme à imagination, il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé. Sa folie alla jusqu'à se reprocher ses succès dans cet art de la faiblesse. Hélas, c'est ma seule arme. À une autre époque, se disait-il, c'est par des actions parlantes en face de l'ennemi que j'aurais gagné mon pain. Julien, satisfait de sa conduite, regardait autour de lui, il trouvait partout l'apparence de la vertu la plus pure. 8 ou 10 séminaires vivaient en odeur de sainteté et avaient des visions comme Sainte Thérèse et Saint François lorsqu'il reçut les stigmates sur le mont Verna dans l'Apennin. Mais c'était un grand secret, leurs amis le cachaient. Ces pauvres jeunes gens en vision étaient presque toujours à l'infirmerie. Une centaine d'autres réunissaient à une fois robuste une infatigable application. Ils travaillaient au point de se rendre malades, mais sans apprendre à grand-chose. 2 ou 3 se distinguaient par un talent réel et entre autres un homme Chazelle, mais Julien se sentait de l'éloignement pour eux et eux pour lui. Le reste de 321 séminaristes ne se composait que d'êtres grossiers et qui n'étaient pas bien sûrs de comprendre les mots latins qu'ils répétaient tout le long de la journée. Presque tous étaient des fils de paysans et ils aimaient mieux gagner leur pain en récitant quelques mots latins et qu'en piochant la terre. C'est d'après cette observation que dès les premiers jours, Julien se promit de rapides succès. Dans tout service, il faut des gens intelligents, car enfin il y a un travail à faire, se disait-il. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ses futurs curés, je serai grand vicaire. Tous ces pauvres diables, ajouta-t-il. Manœuvriers, dès l'enfance, ont vécu jusqu'à leur arrivée ici de l'écaillé et de pain noir. Dans leur chaumière, ils ne mangèrent de la viande que 5 ou 6 fois par an. Semblables aux soldats romains qui trouvaient la guerre d'un temps de repos, ces grossiers paysans sont enchantés des délices du séminaire.
Julien ne lisait jamais dans l'oreille morne que le besoin physique satisfait après le dîner et le plaisir physique attendu avant le repas. Tels étaient les gens au milieu desquels il fallait se distinguer. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'on se gardait de lui dire, c'est que être le premier dans les différents cours de dogme, d'histoire ecclésiastique, etc., que l'on suit au séminaire n'était à leurs yeux qu'un péché splendide. Depuis Voltaire, depuis le gouvernement des deux chambres, qui n'est au fond que méfiance et examen personnel, et donne à l'esprit des peuples cette mauvaise habitude de se méfier. L'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission de cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études même sacrées, lui, est suspect et à bon droit. Qui empêchera l'homme supérieur de passer de l'autre côté comme Sieyes ou Grégoire? L'Église tremblante s'attache au pape comme à la seule chance de salut. Le pape seul peut essayer de paralyser l'examen personnel et par les pieuses pompes de cérémonie de sa cour faire impression sur l'esprit ennuyé et malade des gens du monde. Julien pénétrait à demi ces diverses vérités que, cependant, toutes les paroles prononcées dans un séminaire tendent à démentir, tomber dans une mélancolie profonde. Il travaillait beaucoup et réussissait rapidement à apprendre des choses très utiles à un prêtre, très fausses à ses yeux et auxquelles il ne mettait aucun intérêt. Il croyait n'avoir rien autre chose à faire. Suis-je donc oublié de toute la terre, pensa-t-il. Il ne savait pas que M. Pérard avait reçu et jeté au feu quelques lettres timbrées de Dijon et où, malgré les formes du style le plus convenable, perçait la passion la plus vive. De grands remords semblaient combattre cet amour. Tant mieux, pensait l'abbé Pérard, ce n'est pas du moins une femme impie que ce jeune homme a aimée. Un jour, l'abbé Pérard ouvrit une lettre qui semblait à demi effacée par les larmes, c'était un éternel adieu. Enfin, disait-on à Julien, le ciel m'a fait la grâce de haïr, non l'auteur de ma faute. Il sera toujours ce que j'aurai de plus cher au monde, mais ma faute en elle-même. Le sacrifice est fait, mon ami. Ce n'est pas sans larmes comme vous voyez. Le salut des êtres auxquels je me dois et que vous avez tant aimés l'emporte. Un Dieu juste mais terrible ne pourra plus se venger sur eux des crimes de leur mère. Adieu, Julien, soyez juste envers les hommes. Cette fin de lettre était presque absolument illisible. On donnait une adresse à Dijon et cependant on espérait que jamais Julien ne répondrait ou que du moins il se servirait de paroles qu'une femme revenue à la vertu pourrait entendre sans rougir. La mélancolie de Julien, aidée par la médiocre nourriture que fournissait au séminaire l'entrepreneur des dîners à 83 centimes, commençait à influer sur sa santé lorsqu'un matin Fouquet parut tout à coup dans sa chambre. Enfin, j'ai pu entrer. Je suis venu 5 fois à Besançon sans reproche pour te voir. Toujours visage de bois, j'ai aposté à quelqu'un à la porte du séminaire. Pourquoi diable est-ce que tu ne sors jamais? C'est une épreuve que je me suis imposée. Je trouve bien changé, enfin je te revois. 2 beaux écus de 5 francs, viennent de m'apprendre que je n'étais qu'un sot de ne pas les avoir offerts dès le premier voyage. La conversation fut infinie entre les deux amis. Julien changea de couleur lorsque Fouquet lui dit « À propos, sais-tu, la mère de tes élèves est tombée dans la plus haute dévotion. » Et il paraît de cet air dégagé que fait une singulière impression sur l'âme passionnée de laquelle on bouleverse, sans s'en douter, les plus chers intérêts. Oui, mon ami, dans la dévotion la plus exaltée. On dit qu'elle fait des pèlerinages. Mais à la honte éternelle de l'abbé Maslon, qui a espionné si longtemps ce pauvre monsieur Chélan, Madame de Rênal n'a pas voulu de lui. Et va se confesser à Dijon ou à Besançon. Elle vient à Besançon, dit Julien, le front couvert de rougeur. Assez souvent, répondit Fouquet d'un air interrogatif. As-tu des constitutionnels sur toi? Que dis-tu? Répliqua Fouquet. Je te demande si tu as des constitutionnels, reprit Julien du ton de voix le plus tranquille. Il se vend de 30 sous le numéro ici. Quoi? Même au séminaire des libéraux? S'écria Fouquet. Pauvre France, ajouta-t-il en prenant la voix hypocrite et le ton doux de l'abbé Maslon.
Cette visite eut fait une profonde impression sur notre héros. Si dès le lendemain un mot que lui adressa ce petit séminariste de Verrières, qui lui semblait si enfant, ne lui eût fait faire une importante découverte. Depuis qu'il était au séminaire, la conduite de Julien n'avait été qu'une suite de fausses démarches. Il se moqua de lui-même avec amertume. À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment conduites, mais il ne soignait pas les détails, et les habiles séminaires ne regardent qu'aux détails. Aussi passait-il déjà parmi ses camarades comme un esprit fort. Il avait été trahi par une foule de petites actions. À leurs yeux, il était convaincu de ce vire énorme. Il pensait et il jugeait par lui-même au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple. L'abbé Pirard ne lui avait été d'aucun secours. Il ne lui avait pas adressé une seule fois la parole lors du tribunal de la pénitence, ou encore il écoutait plus qu'il ne parlait. Il en eût été bien autrement s'il eût choisi l'abbé Castanède. Du moment que Julien se fut aperçu de sa folie, il ne s'ennuya plus. Il voulut connaître toute l'étendue du mal et à cet effet sortit un peu de ce silence hautain et obstiné avec lequel il repoussait ses camarades. Ce fut alors qu'on se vengea de lui. Ses avances furent accueillies par un mépris qui alla jusqu'à la dérision. Il reconnut que depuis son entrée au séminaire, il n'y avait eu une heure, surtout pendant les récréations, qui n'eût porté conséquence pour ou contre lui, qui n'eût augmenté le nombre de ses ennemis, ou ne lui concilier la bienveillance de quelques séminaristes sincèrement vertueux ou un peu moins grossiers que les autres. Le mal à réparer était immense, la tâche fort difficile. Désormais, l'attention de Julien fut sans cesse sur ses gardes. Il s'agissait de se dessiner un caractère tout nouveau. Les mouvements de ses yeux, par exemple, lui donnèrent beaucoup de peine. Ce n'est pas sans raison, en ces lieux-là, on les porte baissés. Quelle n'était pas ma présomption à Verrières, se disait Julien. Je croyais vivre, je me préparais seulement à la vie, jusqu'à... Me voici enfant dans le monde, tel que je le trouvais, jusqu'à la fin de mon rôle, entouré de vrais entre amis. Quelle immense difficulté ajouta-t-il que cette hypocrisie de chaque minute. C'est à faire pâlir les travaux d'Hercule. L'Hercule des temps modernes, c'est Sixte Quint, trompant 15 années de suite, par sa modestie, 40 cardinaux qu'il avait vus vifs, et autant pendant toute sa jeunesse. La science n'est donc rien ici, se disait-il avec dépit. Les progrès dans le dogme, dans l'histoire sacrée, etc., ne comptent qu'en apparence. Tout ce qu'on dit à ce sujet est destiné à faire tomber dans le piège les fous tels que moi. Hélas, mon seul mérite consistait dans mes progrès rapides, dans ma façon de saisir ces balivernes. Est-ce qu'au fond, il les estimerait à leur vraie valeur? Les juge-t-il comme moi? Et j'avais la sottise d'en être fier. Ces premières places que j'obtiens toujours n'ont servi qu'à me donner de mauvaises notes pour les véritables places que l'on obtient à la sortie du séminaire et où l'on gagne de l'argent. Chazelle, qui a plus de science que moi, jette toujours dans ses compositions quelques balourdises qui le fait déléguer à la 50e place. S'il obtient la première, c'est par distraction. Ah, un seul mot de M. Pirard m'eût été utile. Du moment que Julien fut détrompé, les longs exercices de piété ascétique, tels que le chapelet 5 fois la semaine, les cantiques au Sacre-Cœur, etc., qui lui semblaient si mortellement ennuyeux, devinrent ses moments d'action les plus intéressants. En réfléchissant sévèrement sur lui-même, et cherchant surtout à ne pas exagérer ses moyens, Julien n'aspira pas d'emblée, comme les séminaristes qui servaient de modèle aux autres, à faire à chaque instant des actions significatives, c'est-à-dire prouvant un genre de perfection chrétienne. Au séminaire, il est une façon de manger un œuf à la coque, qui annonce les progrès faits dans la vie dévote. Le lecteur qui sourit peut-être daignerait-il se souvenir de toutes les fautes que fit en mangeant un œuf l'abbé Delille, invité à déjeuner chez une grande dame à la cour de Louis XVI. Julien chercha d'abord à arriver au non culpa. C'est l'état du jeune séminariste dont la démarche, dont la façon de mouvoir les bras, les yeux, etc. n'indique à la vérité rien de mondain.
mais ne montre pas encore l'être absorbé par l'idée de l'autre vie et le pur néant de celle-ci. Sans cesse, Julien trouvait écrites au charbon sur les murs des corridors des phrases telles que celle-ci. Qu'est-ce que 60 ans d'épreuves mis en balance avec une éternité de délices ou une éternité d'huile bouillante en enfer. Il ne les méprisa plus, et comprit qu'il fallait les avoir sans cesse devant les yeux. Que ferai-je toute ma vie, se disait-il. Je viendrai aux fidèles une place dans le ciel. Comment cette place leur sera-t-il rendue visible? Par la différence de mon extérieur et de celui d'un laïc. Après plusieurs mois d'application de tous les instants, Julien avait encore l'air de penser. Sa façon de remuer ses yeux et de porter la bouche n'annonçant pas la foi implicite et prête à tout croire et à tout soutenir, même par le martyr. C'était avec colère que Julien se voyait primé dans ce genre par les paysans les plus grossiers. Il y avait des bonnes raisons pour qu'ils n'eussent pas l'air penseurs. Que de peine ne se donnait-il? Pas pour arriver à ce front béat et étroit, à cette physionomie de foi fervente et aveugle, prête à tout croire et à tout souffrir, que l'on trouve si fréquemment dans les couverts d'Italie, et dont, à nous autres laïcs, le Guerchin a laissé de si parfaits modèles dans ses tableaux d'église. Voir au musée du Louvre François duc d'Aquitaine déposant la couronne et prenant l'habit de moine numéro 1130. Les jours de grande fête ont donné aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien avaient observé qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent un trait odieux de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemis. Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance, des saucisses avec de la choucroute. Fit le vilain. L'orgueilleux, le damné. Il aurait dû s'abstenir, pénitence, d'en manger une partie et faire ce sacrifice de dire à quelque ami, en montrant la choucroute: qu'est-ce que l'homme peut offrir à un être tout-puissant, si ce n'est la douleur involontaire. Julien n'avait pas l'expérience qui fait voir si facilement les choses de ce genre. Hélas, l'ignorance de ces jeunes paysans, mes camarades, est pour eux un avantage immense, s'écria-t-il, dans ces moments de découragement. Alors arrivé au séminaire, le professeur n'a point à les délivrer de ce nombre effroyable d'idées mondaines que j'y apporte, ce qui lisent sur ma figure quoi que je fasse. Julien étudie avec une attention voisine de l'envie les plus grossiers des petits paysans qui arrivaient au séminaire. Au moment où on les dépouillait de leurs vestes de ratine pour leur faire endosser la robe noire, leur éducation se bornait à un respect immense et sans borne pour l'argent sec et liquide, comme on dit en Franche-Comté. C'est la manière sacramentelle et héroïque d'exprimer l'idée sublime d'argent comptant. Le bonheur, pour ces séminaristes comme pour les héros de romans de Voltaire, consiste surtout à bien dîner. Julien découvrait chez presque tous un respect inné pour l'homme qui porte un habit de drap fin. Ce sentiment appréciait la justice distributive, telle que nous la donnent nos tribunaux, à sa valeur et même au-dessous de sa valeur. Que peut-on gagner, répétait-il souvent entre eux. À plaider contre un gros, c'est le mot des valets de Jura, pour exprimer un homme riche. On juge de leur respect pour l'être le plus riche de tous, le gouvernement. Ne pas sourire avec respect au seul nom de monsieur le préfet passe aux yeux des paysans de la Franche-Comté pour une imprudence. Or, l'imprudence chez le pauvre est rapidement punie par le manque de pain. Après avoir été connu comme suffoqué dans les premiers temps par le sentiment du mépris, Julien finit par éprouver de la pitié. Il était arrivé souvent au père de la plupart de ses camarades de rentrer le soir dans l'hiver à leur chaumière, et de n'y trouver ni pain, ni châtaigne, ni pommes de terre. Qu'y a-t-il donc étonnant, se disait Julien, si l'homme heureux à leurs yeux est d'abord celui qui vient de bien dîner, et ensuite celui qui possède un bon habit. Mes camarades ont une vocation ferme, c'est-à-dire qui voient dans l'état ecclésiastique une longue continuation de ce bonheur. Bien dîner et avoir un habit chaud en hiver. Il arriva à Julien d'entendre un jeune séminariste, doué d'imagination, dire à son compagnon: « Pourquoi ne deviendrais-je pas
pape, comme Sixte V, qui gardait les pourceaux? On ne fait pape que des Italiens, répondit l'ami. Mais pour sûr, on tirera au sort parmi nous pour des places de grands vicaires, de chanoines, et peut-être d'évêques. Et monsieur évêque de Châlons et fils d'un tonnelier, c'est l'état de mon père. Un jour, au milieu d'une leçon de dogme, l'abbé Pirard fit appeler Julien. Le pauvre jeune homme fut ravi de sortir de l'atmosphère physique et morale au milieu de laquelle il était plongé. Julien trouva chez monsieur le directeur l'accueil qui l'avait tant effrayé le jour de son entrée au séminaire. « Expliquez-moi ce qui est écrit sur cette carte à jouer, lui dit-il, en le gardant de façon à le faire entrer sous terre. Julien lut. Amanda Binet au café de la Girafe avant 8 heures. Dire que le de Genlis est le cousin de ma mère. Julien vit l'immensité du danger. La police de l'abbé Castanède lui avait volé cette adresse. Le jour où j'entrai ici, répondit-il en regardant le front de l'abbé Pirard, car il ne pouvait supporter son œil terrible, j'étais tremblant. Monsieur Chélan m'avait dit que c'était un lieu plein de délations et de méchanceté de tous les genres. L'espionnage et la dénonciation entre camarades y sont encouragés. Le ciel le veut aussi, pour montrer la vie telle qu'elle est aux jeunes prêtres, et leur inspirer le dégoût du monde et de ses pompes. « Et c'est à moi que vous faites des phrases, dit l'abbé Pirard furieux. Petit coquin. À Verrières, reprit froidement Julien, mes frères me battaient lorsqu'ils avaient sujet d'être jaloux de moi. Au fait, s'écria M. Pirard, presque hors de lui, sans être le moins du monde intimidé, Julien reprit sa narration. Le jour de notre arrivée à Besançon vers midi, j'avais faim. J'entrais dans un café. Mon cœur était rempli de répugnance pour un lieu si profane, mais je pensais que mon déjeuner me coûterait moins cher là qu'à l'auberge. Une dame, qui paraissait être la maîtresse de la boutique, eut pitié de mon air novice. Besançon est rempli de mauvais sujets, me dit-elle. Je crains pour vous, monsieur. Si vous arrivez quelque mauvaise affaire, ayez recours à moi. Envoyez chez moi avant 8 heures. Si les portiers du séminaire refusent de faire votre commission, dites que vous êtes mon cousin et natif de Genlis. Tout ce bavardage va être vérifié, s'écria l'abbé Pirard, qui ne pouvait rester en place, se promenait dans la chambre, qu'on se rende dans sa cellule. L'abbé suivit Julien et l'enferma à clé. Celui-ci se mit aussitôt à visiter sa malle, au fond de laquelle la fatale carte était précieusement cachée. Rien ne manquait dans la malle, mais il y avait plusieurs dérangements, cependant la clé ne le quittait jamais. Quel bonheur, se dit Julien, que pendant le temps de mon aveuglement, je n'ai jamais accepté la permission de sortir, que M. Castanède m'offrait si souvent avec une bonté que je comprends maintenant. Peut-être j'aurais eu la faiblesse de changer d'habit et d'aller voir la belle Amanda, je me serais perdu. Quand on a désespéré de tirer parti de renseignements de cette manière pour ne pas le perdre, on en a fait une dénonciation. 2 heures après, le directeur le fit appeler. « Vous n'avez pas menti, lui dit-il avec un regard moins sévère. Mais gardez une telle adresse et une imprudence dont vous ne pouvez concevoir la gravité. Malheureux enfant, dans 10 ans peut-être elle vous portera dommage. » Chapitre 27. Première expérience de la vie. Le temps présent, grand Dieu. C'est l'arche du Seigneur. Malheur à qui touche. Malheur à qui touche. Diderot. Le lecteur voudra bien nous permettre de donner très peu de faits clairs et précis sur cette époque de la vie de Julien. Ce n'est pas qu'il nous manque, bien au contraire, mais peut-être ce qui vit au séminaire est-il trop noir pour le coloris modéré que l'on a cherché à conserver dans ses feuilles. Les contemporains qui souffrent de certaines choses ne peuvent s'en souvenir qu'avec une horreur qui paralyse tout autre plaisir, même celui de lire un conte. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie de geste et tomba dans des moments de dégoût et même de découragement complet. Il n'avait pas de succès encore dans une vilaine carrière. Le moindre secours extérieur eût suffi pour soutenir sa constance. La difficulté à vaincre n'était pas bien grande, mais il était seul comme une barque abandonnée au milieu de l'océan. Et quand je réussirais, se disait-il, avoir toute une vie à passer en si mauvaise compagnie. Des gloutons qui ne songent qu'à l'omelette, aux lards qui dévoreront au dîner, ou des abbés Castanède.
pour qui aucun crime n'est trop noir. Ils parviendront au pouvoir, mais à quel prix, grand Dieu? La volonté de l'homme est puissante, je le lis partout, mais suffit-elle pour surmonter un tel dégoût? La tâche des grands hommes a été facile, quelque terrible que fût le danger. Il le trouvait beau, et que peut comprendre excepté moi la laideur de ceux qui m'environnent? Ce moment fut le plus éprouvant de sa vie. Il lui était si facile de s'engager dans un beau régiment en garnison à Besançon. Il pouvait se faire maître de latin, et il lui fallait si peu pour sa subsistance. Mais alors, plus de carrière, plus d'avenir pour son imagination. C'était mourir. Voici le détail d'une de ces tristes journées. Ma présomption s'est si souvent applaudie de ce que j'étais différent des autres jeunes paysans. Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que différence engendre haine, se disait-il un matin. Cette grande vérité venait de lui être montrée par une de ses plus piquantes et réussites. Il avait travaillé 8 jours à plaire à un élève qui vivait en odeur de sainteté. Il se promenait avec lui dans la cour, écoutait avec soumission des sottises à dormir debout. Tout à coup, le temps tourna à l'orage, le tonnerre gronda, et le sang élève s'écria, le repoussant d'une façon grossière. Écoutez, chacun pour soi dans ce monde. Je ne peux pas être brûlé par le tonnerre. Dieu peut vous foudroyer comme un impie, comme un Voltaire. Les dents serrées de rage et les yeux ouverts vers le ciel sillonné par la foudre, je mériterais d'être submergé si je m'endors pendant la tempête, s'écria Julien. Essayons la conquête de quelque autre cuistre. Le cours d'histoire sacrée de l'abbé Castanet sonna. À ces jeunes paysans si effrayés du travail pénible et de la pauvreté de leur père, l'abbé Castanet enseignait ce jour-là que cet être si terrible à leurs yeux, le gouvernement n'avait de pouvoir réel et légitime qu'en vertu de la délégation du vicaire de Dieu sur la terre. Rendez-vous digne des bontés du pape par la sainteté de votre vie, par votre obéissance. Soyez comme un bâton entre ses mains, ajouta-t-il, et vous allez obtenir une place superbe. Vous commanderez un chef, loin de tout contrôle, une place inamovible, dont le gouvernement paye le tiers des appointements, et les fidèles formés par vos prédications les 2 autres tiers. Au sortir de son cours, M. Castanet s'arrêta dans la cour au milieu de ses élèves, ce jour-là plus attentifs. C'est bien d'un curé que l'on peut dire « tant vaut l'homme, tant vaut la place », disait-il aux élèves qui faisaient cercle autour de lui. J'ai connu, moi, qui vous parle des paroisses de montagne dont le casuel valait mieux que celui de bien des curés de ville. Il y avait autant d'argent sans compter les chapons gras, les œufs, le beurre frais et 1000 agréments de détail. Et là, le curé est le premier sans contredit. Point de bon repas où il ne soit invité, fêté, etc. À peine M. Castanet fut-il remonté chez lui que les élèves se divisèrent en groupes. Julien n'était de qu'un, on le laissait comme une brebis galeuse. Dans tous les groupes, il voyait un élève jeter un sol en l'air, et s'il devinait juste au jeu de croix aux piles, ses camarades en concluaient qu'il aurait bientôt une de ces cures à riche casuel. Vinrent ensuite les anecdotes. Tel jeune prêtre, à peine ordonné depuis 1 an, ayant offert un lapin privé à la servante d'un vieux curé. Il avait obtenu d'être demandé pour vicaire et, peu de mois après, car le curé était mort bien vite, l'avait remplacé dans la bonne cure. Tel autre avait réussi à se faire désigner pour successeur à la cure d'un gros bourg fort riche, en assistant à tous les repas du vieux curé paralytique et lui découpant ses poulets avec grâce. Les séminaristes, comme les jeunes gens dans toutes les carrières, s'exagèrent l'effet de ces petits moyens qui ont de l'extraordinaire et frappent l'imagination. Il faut, se disait Julien, que je me fasse à ces conversations. Quand on ne parlait pas de saucisses et des bonnes cures, on s'entretenait de la partie mondaine des doctrines ecclésiastiques, des évêques et des préfets, des maires et des curés. Julien voyait apparaître l'idée de second Dieu, mais d'un Dieu bien plus à craindre et bien plus puissant que l'autre.
Ce second Dieu était le pape. On se disait, mais en baissant la voix et quand on était bien sûr de n'être pas entendu par M. Pérard, que si le pape ne se donne pas la peine de nommer tous les préfets et tous les maires de France, c'est qu'il a commis à ce soin le roi de France en le nommant fils aîné de l'Église. Ce fut vers ce temps que Julien crut pouvoir tirer parti pour sa considération du livre du pape par M. de Maistre. À vrai dire, il étonna ses camarades, mais ce fut encore un malheur. Il leur déplut en exposant mieux qu'eux-mêmes leur propre opinion. M. Chélan avait été imprudent pour Julien, comme il était pour lui-même. Après lui avoir donné l'habitude de raisonner juste à de ne pas se laisser payer de vaines paroles, il avait négligé de lui dire que chez l'être peu considéré cette habitude est un crime, car tout bon raisonnement offense. Le bien dire de Julien lui fut donc un nouveau crime. Ses camarades, à force de songer à lui, parvinrent à exprimer d'un seul mot toute l'horreur qu'il leur inspirait. Ils le surnommèrent Martin Luther, surtout, disait-il, à cause de cette infernale logique qui le rend si fier. Plusieurs jeunes séminaristes avaient des couleurs plus fraîches et pouvaient passer pour plus joli garçon que Julien, mais il avait les mains blanches et ne pouvait cacher certaines habitudes de propreté délicates. Cet avantage n'en était pas un dans la triste maison où le sort l'avait jeté. Les sales paysans au milieu desquels il vivait déclarèrent qu'il avait des mœurs fort relâchées. Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des 1000 infortunes de notre héros. Par exemple, les plus vigoureux de ses camarades voulurent prendre l'habitude de le battre. Il fut obligé de s'armer d'un compas de fer et d'annoncer, mais par signe, qu'il en ferait usage. Les signes ne peuvent pas figurer dans un rapport d'espion, aussi avantageusement que des paroles. Chapitre 28. Une procession. Tous les cœurs étaient émus. La présence de Dieu semblait descendre dans ces rues étroites et gothiques, tendues de toutes parts, et bien sablées par les soins des fidèles. Jung. Julien avait beau se faire petit et sot, il ne pouvait plaire, il était trop différent. Cependant, se disait-il, tous ces professeurs sont gens très fins et choisis entre mille. Comment n'aiment-ils pas mon humilité? Un seul lui semblait abuser de sa complaisance, à tout croire et à sembler dupe de tout. C'était l'abbé Chabernard, directeur de cérémonie de la cathédrale où depuis 15 ans on lui faisait espérer une place de chanoine. En attendant, il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire. Dans le temps de son aveuglement, ce cours était un de ceux où Julien se trouvait le plus habituellement le premier. L'abbé Chat était parti de là pour lui témoigner de l'amitié, et à la sortie de son cours, il le prenait volontiers sous le bras pour faire quelques tours de jardin. Où veut-il en venir, se disait Julien. Il voyait avec étonnement que pendant les heures entières, l'abbé Chat lui parlait des ornements possédés par la cathédrale. Il avait 17 chasubles galonnés, outre les ornements de deuil. On espérait beaucoup de la vieille présidente de Rubempré, cette dame âgée de 90 ans, conservait depuis 70 au moins ses robes de noces en superbe étoffe de lion, brochée d'or. Figurez-vous, mon ami, disait l'abbé Chat, en s'arrêtant tout court et ouvrant de grands yeux, que ces étoffes se tiennent droites, tant il y a d'or. C'est l'opinion commune de tous les honnêtes gens de Besançon que, par le testament de la présidente, le trésor de la cathédrale sera augmenté de plus de 10 chasubles, sans compter 4 ou 5 chapes pour les grandes fêtes. Je vais plus loin, ajoutait l'abbé Chat. En baissant la voix, j'ai des raisons pour penser que la présidente nous laissera 8 magnifiques flambeaux d'argent doré que l'on suppose avoir été achetés en Italie par le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, dont un de ses ancêtres fut le ministre favori. Mais où cet homme veut-il en venir avec toute cette friperie, pensait Julien. Cette préparation à droite dure depuis un siècle et rien ne paraît. Il faut qu'il se méfie bien de moi. Il est plus adroit que tous les autres, dont en 15 jours on devine si bien le but secret. Je comprends. L'ambition de celui-ci souffre depuis 15 ans. Un soir, au milieu de la leçon d'armes, Julien fut appelé chez l'abbé Pérard, qui lui dit « C'est demain la fête du Corpus Domini, la fête de Dieu.
Monsieur l'abbé Chat-Bernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale. Allez et obéissez. L'abbé Pirard le rappela et de l'air de la commisération, ajouta: c'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville. Incede per Ignes, répondit Julien, j'ai des ennemis cachés. Le lendemain, dès le grand matin, Julien se rendit à la cathédrale, les yeux baissés. L'aspect des rues et de l'activité qui commençait à régner dans la ville lui fit du bien. De toutes parts, on tendait le devant des maisons pour la procession. Tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant. Sa pensée était allergique à cette jolie Amanda Binet qu'il pouvait rencontrer, car son café n'était pas bien éloigné. Il aperçut de loin l'abbé Chat-Bernard sur la porte de sa chère cathédrale. C'était un gros homme à face réjouie, à l'air ouvert. Ce jour-là, il était triomphant. « Je vous attendais, mon cher fils, s'écria-t-il. Du plus loin qui vit Julien, soyez le bienvenu. La besogne de cette journée sera longue et rude. Fortifions-nous par un premier déjeuner. Le second viendra à 10 heures pendant la grande messe. »« Je désire, monsieur, lui dit Julien d'un air grave, n'être pas un instant seul, daigner remarquer, ajouta-t-il en lui montrant l'horloge au-dessus de leur tête, que j'arrive à 5 heures moins 1 minute. Ah, ces petits méchants du séminaire vous font peur. Vous êtes bien bon de penser à eux, dit l'abbé Chat. Un chemin est-il moins beau parce qu'il y a des épines dans les haies qui le bordent? Les voyageurs font route et laissent les épines méchantes se morfondre à leur place. Du reste, à l'ouvrage, mon cher ami, à l'ouvrage. L'abbé Chat avait raison de dire que le besogne serait rude. Il y avait eu la veille une grande cérémonie funèbre à la cathédrale. L'on n'avait pu rien préparer. Il fallait donc en une seule matinée revêtir tous les piliers gothiques qui forment les 3 nefs d'une sorte d'habit de damas rouge qui monte à 30 pieds de hauteur. Monsieur l'évêque avait fait venir par la malle-poste 4 tapissiers de Paris, mais ces messieurs ne pouvaient suffire à tout, et loin d'encourager la maladresse de leurs camarades byzantins, ils la redoublaient en se moquant d'eux. Julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même. Son agilité le servit bien, et il se chargea de diriger les tapissiers de la ville. L'abbé Chat, enchanté, le regardait voltiger d'échelle en échelle. Quand tous les piliers furent revêtus de damas, il fut question d'aller placer 5 énormes bouquets de plumes sur le grand baldaquin, au-dessus du maître-autel. Un riche couronnement de bois doré est soutenu par 8 grandes colonnes torses en marbre d'Italie. Mais pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du tabernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche en bois, peut-être vermoulue, et à 40 pieds d'élévation. L'aspect de ce chemin ardu avait éteint la gaieté, si brillante jusque-là des tapissiers parisiens. Ils regardaient d'en bas, discutaient beaucoup et ne montaient pas. Julien se saisit des bouquets de plumes et monta l'échelle en courant. Il les plaça fort bien sur l'ornement en forme de couronne au centre du baldaquin. Comme il descendait de l'échelle, l'abbé Chat-Bernard le serra dans ses bras. « Optime !» s'écria le bon prêtre, je compterai ça à monseigneur. Le déjeuner de 10 heures fut très gai. Jamais l'abbé Chat n'avait vu son église si belle. « Cher disciple, disait-il à Julien, ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique, de sorte que j'ai été nourri dans ce grand édifice. » La terreur de Robespierre nous ruina, mais à 8 ans que j'avais alors, je servais déjà des messes en chambre, et l'on me nourrissait le jour de la messe. Personne ne savait plier une chasuble mieux que moi, jamais les galons n'étaient coupés. Depuis le rétablissement de culte par Napoléon, j'ai le bonheur de tout diriger dans cette vénérable métropole. 5 fois par an, mes yeux la voient parée de ces ornements si beaux. Mais jamais elle n'a été si resplendissante, jamais les laits de damas n'ont été aussi bien attachés qu'aujourd'hui, aussi collants aux piliers. Enfin, elle va me dire son secret, pensa Julien. Le voilà qui me parle de lui, il y a épanchement. Mais rien d'imprudent ne fut dit par cet homme évidemment exalté.
Et pourtant il a beaucoup travaillé, il est heureux, se dit Julien, le bon vin n'a pas été épargné. Quel homme! Quel exemple pour moi, lui le pompon. C'était un mauvais mot qu'il tenait du vieux chirurgien. Comme le sanctus de la grande messe sonna, Julien voulut prendre un surplis pour suivre l'évêque à la superbe procession. « Et les voleurs, mon ami, les voleurs !» s'écria l'abbé Chas. « Vous n'y pensez pas. La procession va sortir. L'église restera déserte. Nous veillerons, vous et moi. Nous serons bien heureux s'il ne nous manque qu'une couple donne de ce beau galon qui environne le bas des piliers. C'est encore un don de madame de Rubempré. Il provient du fameux comte son bisaïeul. C'est de l'or pur, mon cher ami, ajouta l'abbé, en lui parlant à l'oreille et d'un air évidemment exalté. Rien de faux. Je vous charge de l'inspection de l'aile du nord, n'en sortez pas. Je garde pour moi l'aile du midi et la grande nef. Attention aux confessionnaux, c'est de là que les espionnes des voleurs épient le moment où nous avons le dos tourné. Comme il achevait de parler, 11h03 sonnèrent. Aussitôt la grosse cloche se fit entendre. Et sonnait à pleine volée. Ces sons si pleins et si solennels émurent Julien. Son imagination n'était plus sur la terre. L'odeur de l'encens et de feuilles de rose jetées devant la Saint-Sacrement pour les petits enfants déguisés en Saint-Jean et à cheval de l'exalter. Les sons si graves de cette cloche n'auraient dû réveiller chez Julien que l'idée du travail de 20 hommes payés à 50 centimes, et aidés peut-être par 15 ou 20 fidèles. Il eût dû penser à l'usure des cordes, à celle de la charpente, au danger de la cloche elle-même, qui tombe tous les 2 siècles, et réfléchir aux moyens de diminuer le salaire des sonneurs ou de les payer par quelques indulgences ou autres grâces tirées des trésors de l'Église et qui n'aplatit pas sa bourse. Au lieu de ces sages réflexions, l'âme de Julien, exaltée par ces sons si mâles et si pleins, errait dans les espaces imaginaires. Jamais il ne fera ni un bon prêtre ni un grand administrateur. Les âmes qui s'émeuvent ainsi sont bonnes tout au plus à produire un artiste. Ici éclate dans tout son jour la présomption de Julien. 50 peut-être des séminaristes, de ses camarades, rendus attentifs au réel de la vie par la haine publique et le jacobinisme qu'on leur montre en embuscade derrière chaque haie. En entendant la grosse cloche de la cathédrale, n'auraient songé que salaire des sonneurs. Ils auraient examiné avec la génie le barème si le degré d'émotion du public valait d'argent qu'on donnait aux sonneurs. Si Julien eût voulu songer aux intérêts matériels de la cathédrale, son imagination, s'élançant au-delà du but, aurait pensé à économiser 40 francs à la fabrique et laisser perdre l'occasion d'éviter une dépense de 25 centimes. Tandis que par le plus beau jour du monde, la procession parcourait lentement Besançon et s'arrêtait au brillant reposoir, élevée à l'envie par toutes les autorités, l'église était restée dans un profond silence. Une demi-obscurité, une agréable fraîcheur y régnait. Elle était encore embaumée par le parfum des fleurs et des l'encens. Le silence, la solitude profonde, la fraîcheur des longues nefs rendaient plus douce la rêverie de Julien. Il ne craignait point d'être troublé par l'abbé, fort occupé dans une autre partie de l'édifice. Son âme avait presque abandonné son enveloppe mortelle, qui se promenait à pas lents dans l'aile du nord confiée à sa surveillance. Il était d'autant plus tranquille qu'il s'était assuré qu'il n'y avait dans les confessionnaux que quelques femmes pieuses, son œil regardait sans voir. Cependant, sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de 2 femmes fort bien mises qui étaient à genoux. L'une dans un confessionnal et l'autre tout près de la première sur une chaise. Il regardait sans voir cependant soit sentiment vague de ses devoirs, soit admiration pour la mise noble et simple de ces dames, et remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. Il est singulier, pensa-t-il, que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelque reposoir si elles sont dévotes, ou placées avantageusement au premier rang de quelque balcon si elles sont du monde. Comme cette robe est bien
comme cette robe est bien prise, quelle grâce! Il ralentit le pas pour chercher à les voir. Celle qui était à genoux dans la confessionnale détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup, elle jeta un petit cri et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière. Son ami qui était près d'elle s'élança pour la secourir. En même temps, Julien vit les épaules de la dame qui tombait en arrière. Un collier de grosses perles fines en torsade, de lui bien connu, frappa ses regards. Que devine-t-il en reconnaissant la chevelure de madame de Rênal? C'était elle. La dame qui cherchait à lui soutenir la tête et à l'empêcher de tomber tout à fait était madame Derville. Julien, hors de lui, s'élança à la chute de madame de Rênal, eût peut-être entraîné son ami si Julien ne les eût soutenus. Il vit la tête de madame de Rênal, pâle, absolument privée de sentiments, flottant sur son épaule. Il aida madame Derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille. Il était à genoux. Madame Derville se retourna et il le reconnut. « Fuyez, monsieur, fuyez, lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère, que surtout elle ne vous revoie pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur. Elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fuyez, éloignez-vous, si vous reste quelque pudeur. » Ce mot fut dit avec tant d'autorité et Julien était si faible dans ce moment qu'il s'éloigna. « Elle m'a toujours haï, se dit-il en pensant à madame Derville. Au même instant, le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église et rentrait. L'abbé Chabernard appela plusieurs fois Julien, qui d'abord ne l'entendit pas, et vit enfin le prendre par le bras derrière un pilier où Julien s'était réfugié à demi-mort. Il voulait le présenter à l'évêque. « Vous vous trouvez mal, mon enfant, lui dit l'abbé, en le voyant si pâle et presque hors d'état de marcher. Vous avez trop travaillé. » L'abbé lui donna le bras. « Venez, asseyez-vous sur ce petit banc de donneur d'eau bénite. Derrière moi, je vous cacherai. » Ils étaient alors à côté de la grande porte. « Tranquillisez-vous. Nous avons encore 20 bonnes minutes avant que monseigneur ne paraisse. Tâchez de vous remettre quand il passera. Je vous soulèverai, car je suis fort et vigoureux malgré mon âge. » Mais quand l'évêque passa, Julien était tellement tremblant que l'abbé Chas renonça à l'idée de le présenter. « Ne vous affligez pas trop, lui dit-il, je retrouverai une occasion. » Le soir, il fit porter à la chapelle du séminaire 10 livres de cierges économisés, dit-il, par les soins de Julien et la rapidité avec laquelle il avait fait éteindre. Rien de moins vrai. Le pauvre garçon était éteint lui-même. Il n'avait pas eu une idée depuis la vue de madame de Rênal. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois avec les chapitres 29 et 30 et on terminera cette première partie du livre. On commencera à lire une deuxième partie. Je vous félicite d'avoir terminé d'écouter ces chapitres. Merci à tous et bonne journée.